Et un peu de technique et on est bon. Excusez-moi, partager l'écran, c'est parti. Alors, partager, on est bon. Eh bien, bonjour à tout le monde. Il est à peu près 11 h. On va pouvoir démarrer cette conférence, cette webconférence sur un sujet tellement d'actualité à ce jour, société carbonée, comment l'entreprise peut tendre vers un zéro émission nette. C'est un peu technique comme terme, zéro émission nette. Ce qu'on attend derrière tout ça, clairement, c'est comment réduire notre empreinte carbone qui est, comme on le sait aujourd'hui, à l'origine du changement climatique que l'on connaît. Donc, c'est un sujet qui est assez important, qui est même fondamental en fait. On va, lors de ce webinaire, pouvoir voir 4 points. Donc déjà, on va présenter rapidement ce qu'on fait, Positive Workplace, et on va introduire le thème avec notamment une revue de presse. Ensuite, on va pouvoir, grâce à Crow Sustainability, comprendre comment comptabiliser ces gaz à effet de serre et pourquoi on rapporte tout au carbone finalement. L'entreprise Fago pourra nous expliquer comment, la marque Fago pourra nous expliquer comment une entreprise aujourd'hui peut réduire ses émissions et notamment va pouvoir aussi nous parler de sa stratégie RSE qui est très poussée et qui vient récemment de devenir entreprise à mission. Donc félicitations à eux. Et on terminera ce webinaire sur des solutions que peuvent apporter par exemple Reforestation sur la compensation notamment alors on parle de compensation mais on parle notamment de plus en plus aujourd'hui de contribution à l'effort carbone et on verra que finalement replanter des arbres ou des forêts n'a pas que pour vertu réduire ou récupérer notre carbone mais aussi a évidemment d'autres vertus. Et puis on terminera par une phase de questions-réponses. Je vais laisser la parole rapidement pour un tour de table à nos conférenciers. Donc, on va commencer par Clémence. Je t'écoute. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Clémence. Moi, je m'occupe des ressources humaines pour la marque Fago. Donc, c'est une marque de prêt-à-porter masculin principalement, qui historiquement ne faisait que de la chaussure. Donc, aujourd'hui, c'est bien prêt-à-porter, chaussures, accessoires, bagagerie. Et donc, on a une stratégie très engagée pour l'environnement. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Super. Jean-Baptiste ? Bonjour à tous, Jean-Baptiste Cotenceau, je suis directeur et fondateur de Sustainable Metrics qui fait partie du réseau Crow. J'ai une première carrière d'expertise comptable et puis ensuite j'ai basculé dans le monde de la comptabilité carbone. Maintenant, Sustainable Metrics, on est 3 en région parisienne et on fait du conseil en RSE et on va dire développement durable spécialisé sur le changement climatique. Et Jean-Baptiste avait fortement contribué, a travaillé pendant longtemps. Je crois même qu'il est encore associé avec Jean-Marc Jancovic, si vous les bêtises. C'est ça. Pour ceux qui connaissent le pape du bilan carbone en France, j'ai fait partie de l'aventure Carbone 4, qui est sa société de conseil, qui a été créée en 2007. Donc j'ai fait partie de ce début de chemin et j'en suis sorti il y a 5 ans pour créer Sustainable Metrics et Jean-Marc et Alain et mes associés font partie de notre capital. Donc on travaille toujours en bon partenariat. Super. Stéphane ? Oui, bonjour, donc, je suis Stéphane Allaire, le fondateur et dirigeant de Reforestation. J'ai créé Reforestation il y a 10 ans. Je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé une douzaine d'années dans le conseil en organisation en France et au Royaume-Uni. Et j'ai créé Reforestation pour répondre avant tout à une attente personnelle d'agir pour l'intérêt général et via la forêt. Nous, notre truc chez Reforestation, c'est la forêt et la forêt avant tout. Et pour des raisons carbone, mais pour aussi d'autres raisons que je détaillerai tout à l'heure. Et Reforestation, c'est aujourd'hui une vingtaine de personnes basées en Île-de-France et plein d'autres chiffres que je vous présenterai dans un instant. Super, merci Stéphane. Donc ma collaboratrice et associée Lucie. Oui, bonjour à tous et toutes. Moi, c'est Lucie Lemonnier, je suis responsable RSE chez Positive Workplace.
Et donc, moi-même, je suis le fondateur de Positive Workplace. Et puisqu'on en parle en quelques mots, parce que l'objet n'est pas de faire notre promotion aujourd'hui, mais surtout de comprendre aussi comment ce problématique de gaz à effet de serre s'intègre, ou en fait, cette complexité de la gestion des gaz à effet de serre s'intègre dans notre parcours d'audit. En quelques mots, donc nous, le label, puisque c'est un label avant tout, existe depuis septembre dernier. On a passé 6 mois à construire tout notre référencement. On l'a construit notamment avec nos parties prenantes, puisque c'est un des points forts de notre label. Notre raison d'être à nous, c'est de faire de l'économie positive un modèle de croissance des entreprises. Ce qu'on entend par là, c'est qu'il est essentiel et urgent que les entreprises aujourd'hui intègrent les notions de RSE dans leur développement commercial. Moi-même, j'ai créé il y a de ça 8 ans une société de conseil qui emploie 350 personnes et je peux être témoigner de l'importance d'intégrer ces critères à la fois sociaux, économiques, environnementaux ou même locaux dans le développement d'une entreprise, puisque les entreprises aujourd'hui, on le voit avec notamment la crise du Covid, ont un rôle majeur à jouer dans notre équilibre au quotidien. Notre ambition, elle est simple, elle est directe, elle est de devenir le label de référence en Europe avant 2023. On est en train de déployer le label partout en France par le biais notamment de ce qu'on appelle des positive partners, c'est-à-dire que ce sont des collaborateurs ou collaboratrices consultantes détachées dans chacune des régions qui vont déployer le label un peu partout en France. Et pas qu'en France, puisque en fait notre vocation, c'est vraiment d'avoir une dimension dans un premier temps européenne, puisqu'on va ouvrir à minima 3 ou 4 agences en Europe sur l'année prochaine. Donc on imagine l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique. Après l'Espagne ou l'Italie étant fortement touchés, on est en réflexion encore sur le 4e pays. Quoi qu'il en soit, on a envie d'avoir une dimension européenne. C'est pour ça qu'on s'appelle Positive Workplace et pas une entreprise positive. Et notre deuxième objectif, c'est de fédérer la plus grande communauté d'entreprises engagées en Europe. Concrètement, et pour être très direct, il existe un très gros acteur américain aujourd'hui qui est présent un peu partout dans le monde. Notre objectif est aussi de faire valoir une RSE à l'européenne et un peu plus inclusive, puisque notre grosse valeur ajoutée par rapport à tous les autres labels aujourd'hui, c'est qu'on va interroger de manière systématique les parties prenantes de nos clients. Donc là, une première phase où les entreprises vont répondre à peu près 180 questions sur la gouvernance, l'activité, le social, l'environnement et le local. Et puis derrière, une enquête est envoyée à tous les salariés, à tous les clients, à tous les fournisseurs pour avoir un feedback à 360 sur l'entreprise. Et j'aime bien dire qu'on est le seul label anti-greenwashing. Pourquoi ? Parce que finalement, le label est décerné par tout l'écosystème et ça embarque tout l'écosystème dans la RSE. Et pour moi, c'est un des fondements de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est aussi pour ça que notre label aujourd'hui a pris la forme d'une bulle qui correspond finalement à la communication des parties prenantes. Le label est valable 2 ans. Il y a un audit qui est prévu à mi-parcours de 2 ans, donc au bout d'1 an. Et en fait, en plus du label, on vend entre guillemets dans le cadre de notre label un outil de pilotage de sa stratégie RSE, qui est un outil qui est absolument génial, complètement dématérialisé évidemment, qui permet finalement de fédérer une équipe RSE, une équipe projet sur cette stratégie et qui est un outil, en plus d'être un outil RSE, qui est un outil de stratégie d'entreprise qui est absolument parfait, puisque il inclut aussi les retours des parties prenantes dans le développement de l'entreprise, qui donnent des conseils absolument incroyables. Nous, les premiers rapports d'audit montrent à quel point ça peut être pertinent d'interroger ces parties prenantes. Le label à 3 niveaux, 1 à 3 étoiles, 3 étoiles étant l'entreprise à mission qui inscrit notamment sa raison d'être dans ses statuts. On a fait une petite photo du temps où on pouvait encore se déplacer. Donc on était chez un de nos premiers clients, Grundfos, le leader mondial de la pompe, qui a assez intelligemment déjà fait le lien avec les ODD et notamment l'ODD 6, donc qui fait partie aussi de notre modèle d'audit, le rapprochement avec les ODD. Et donc, on les remercie aussi d'être présents lors de ce webinaire en tant que participants.
Notre communauté grandit. On a commencé nos visites depuis mi-janvier de cette année. Aujourd'hui, on a une dizaine de clients qui sont en label, en programme de labellisation. On en a une vingtaine en plus qui vont rentrer dans les programmes. L'objectif, c'est d'arriver à 100 d'ici fin d'année. Et on a aussi créé une communauté d'acteurs du changement qui font partie de notre communauté, des entreprises comme Reforest Action qui sont présentes aujourd'hui, ou encore la BNP qui nous a fortement aussi poussé et aidé et mis en contact avec pas mal d'entreprises engagées. Je vais laisser la parole à Lucie Lemonnier qui va vous faire un petit point sur justement je dirais la situation actuelle. Oui, en effet, s'agissant des dernières actualités sur l'objectif zéro émission net, comme vous le savez, la crise actuelle du Covid-19 a engendré une baisse à court terme des émissions de GES, notamment liée à l'arrêt des usines ou des centrales électriques polluantes, mais aussi l'interruption des vols aériens qui sont responsables de 2,4% des émissions mondiales de CO2 et d'une grande partie de la circulation mobile. Et le focus en France, depuis le début du confinement, les émissions de CO2 ont reculé de 30%, ce qui pourrait se traduire par un recul de 5 à 15% sur l'ensemble de 2020, d'après un rapport du Haut Conseil pour le climat, publié le 22 avril. Mais le HCE, notamment, nous met en garde car il précise que la baisse des émissions constatées repose entièrement sur une sobriété imposée et temporaire des déplacements et de la consommation. Mais il y a vraiment la probabilité d'un effet rebond majeur parce que, par exemple, en 2008, lors de la crise financière, les émissions de CO2 avaient drastiquement baissé en 2009, puis augmenté de façon conséquente en 2010. Mais en revanche, l'information positive aussi liée à cette crise, c'est qu'on peut noter que l'action environnementale et climatique des entreprises est valorisée par les marchés financiers, puisque d'après une étude de HSBC, les actions axées sur le climat ont battu les autres de 3% et celles liées aux actions ESG ont augmenté de 7%. Donc on peut en déduire que tout comme les méga-feux de 2019 qui ont ravagé plusieurs continents, la pandémie du Covid-19 nous rappelle l'importance d'appréhender les risques environnementaux vraiment dans leur pluralité et pose aussi la question de repenser nos modèles d'affaires pour qu'ils soient durables et plus résilients. Et s'agissant des accords de Paris, c'est la slide juste après. Ouais. Pour rappel, vous le savez bien, l'accord de Paris sur le climat négocié en 2015 veut limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré et en 2019, pour se mettre en marche, la France a inscrit la neutralité carbone d'ici 2050 et l'urgence écologique et la crise climatique dans la loi. Mais pourtant, pour respecter l'accord de Paris et limiter le réchauffement climatique, il faudrait que les émissions mondiales de CO2 baissent d'environ 7,6% par an. Et comme les chiffres mentionnés plus haut l'indiquent, on est quand même encore loin des objectifs, même en cas de crise. C'est vrai que même quand l'économie mondiale est à l'arrêt et que la moitié de l'humanité est confinée, nous ne sommes toujours pas dans les clous pour lutter efficacement contre le changement climatique. Mais du côté de la France, les décisions prises l'an dernier ont été confirmées. En effet, l'exécutif a choisi de revoir à la hausse ses objectifs d'émissions de CO2 autorisés jusqu'en 2023 au lieu de les réduire et envisage de les compenser lors de la période 2024 et 2028, ce qui a été jugé insuffisant par l'ONG Les Amis de la Terre. Et aussi pour répondre à ces objectifs, la France et l'Union européenne disposent de différents outils dont on va vous en parler plus tard, mais pour notamment comme la taxe carbone, mais la publication du 23 avril confirme sa suspension. Et du côté du secteur privé, le MEDEF et la FEP ont demandé au gouvernement l'abaissement des normes environnementales imposées à leurs membres. Ce sont des demandes qui ont émergé partout dans le monde, notamment aux États-Unis par l'American Petroleum Institute, mais aussi dans le secteur automobile ou aéronautique. Mais comme on aime bien toujours mentionner des informations positives, la société civile s'élève vraiment partout dans le monde aussi pour exiger des plans de relance durables. Notamment, il y a une tribune qui a été publiée le 27 mars, Plus jamais ça, préparons le jour d'après, par des organisations syndicales et des associations environnementales comme Greenpeace, Oxfam ou encore Attac.
Et un amendement a récemment été déposé par des députés dans le cadre du projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire pour réfléchir au jour d'après, mais le texte a été rejeté après avis défavorable du gouvernement. Donc, l'ensemble de ces éléments indique vraiment que la crise actuelle accentue la nécessité d'agir pour tendre vers zéro émission nette. Donc maintenant, on va passer aux solutions et je passe la parole à Jean-Baptiste Cotenceau qui va nous en dire plus sur la comptabilité par carbone. Effectivement, pourquoi et comment comptabiliser ces gaz à effet de serre? Aujourd'hui, alors oui, vous verrez beaucoup dans la présentation GES étant gaz à effet de serre. Je te laisse la parole à Jean-Baptiste. Oui, merci beaucoup pour cette introduction liée à la période actuelle qui est difficile. Je vais prendre effectivement une dizaine de minutes, comme ça laissera la parole à Clémence et Stéphane. L'idée, c'est qu'on balaye ensemble. Ça, c'est notre photo. Vous voyez ce qu'on fait comme offre. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous allez sur notre site. On travaille plutôt pour les entreprises, nous, sur le sujet carbone. Donc, on a, là où il y a des grands noms qui s'affichent, mais on a aussi des EPI, des PME, notamment chez Mixer, là, où on fait des bilans carbone à 5 entreprises. On mutualise, on échange. Après, on crée un club carbone de plein d'entreprises qui vont pouvoir échanger sur cette grande aventure de faire un bilan carbone pour savoir si on est dans les clous, quels sont les postes prioritaires. Donc, la dizaine de minutes que je vais prendre, c'est peut-être que ça va être un rappel pour certains, mais ça va pas faire de mal. Pour d'autres non plus. Et pour ceux qui ont déjà fait des bilans carbone, ça va vous permettre aussi de poser vos questions sur l'état de l'après. Donc, allons-y sur le suivant. On va rentrer dans le rappel. Ici, vous avez le rappel avec les petits pourcentages. C'est les différentes émissions de gaz à effet de serre. Les petits pourcentages sont les pourcentages des émissions dans le monde. Hein, d'accord. Donc, on a vraiment du CO2 issu de fossiles, issu de la déforestation, comme vous pouvez le voir dans le deuxième paquet, 11%. Le méthane qui est lié à une molécule de putréfaction. Je vais me mettre en écran géant, sinon je ne vois pas tout. Le protoxyde d'azote, des gaz fluorés et autres. Donc voilà, ça c'est vraiment le panorama des émissions de gaz à effet de serre que je ne fais pas de rappel sur qu'est-ce que l'effet de serre. Je ne ferai pas cette façon-là. Mais il faut quand même voir que le bilan carbone va vraiment se focaliser sur l'ensemble de ces émissions de gaz à effet de serre. Et le bilan carbone est une méthode qui est détenue par l'association de bilan carbone. Et donc, on peut appeler ça bilan des émissions de gaz à effet de serre ou inventaire des émissions, comme on veut. Donc, allez, on passe au suivant. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est la méthode. Alors, c'est assez simple pour faire un bilan carbone. C'est une somme de multiplication. La somme de multiplication que vous avez ici, qui est matérialisée par les petits calculs, on va prendre des données d'activité, on va les multiplier par des facteurs d'émission et ça va nous donner des émissions. Donc, l'exemple ici, vous allez récupérer votre consommation de diesel de votre flotte de véhicules ou de seulement de votre véhicule. Donc 1 700 000 litres, vous allez multiplier par le facteur d'émission, puis ça va vous donner les émissions. Vous faites la même chose sur les déchets, vous faites la même chose sur l'électricité, le gaz, les déplacements des collaborateurs, etc., etc. Donc c'est très simple. Les données d'activité, elles vont être collectées à l'intérieur de votre entité, de votre organisation, et vous pouvez le faire donc chez vous. Vous pouvez faire votre propre bilan carbone, aller regarder vos factures d'électricité et trouver le facteur d'émission. Et les facteurs d'émission, eux, sont des données qui viennent de bases de données qui sont publiques. On a le site de l'ADEME, base-carbone.fr. Vous allez avoir tous les facteurs d'émission disponibles, qui sont des mini-bilans carbone en tant que tel. Donc, vous allez retrouver évidemment cela, les litres, combien on émet de CO2 en brûlant 1 litre de diesel, mais vous allez retrouver la fabrication des tomates, du jus d'orange, de votre ordinateur, etc. Une tonne de CO2, ça correspond à quoi? Concrètement, ça ressemble à quoi? Une tonne de CO2. Je connais la réponse, mais c'est juste pour qu'on puisse aussi se une tonne de CO2.
Bonne question. Une tonne de CO2, c'est un aller-retour Paris-New York. C'est la fabrication de un peu moins de 80 kg de bœuf. Je vous laisse convertir en steak. C'est 300 litres de carburant des voitures. Donc 300 litres, vous divisez par une voiture qui fait 6 litres au 100, donc ça vous fait 5000 km. Voilà ce que c'est une tonne de CO2. Et concrètement, ça correspond à une piscine de 8 mètres cubes, je crois, de gaz, quoi. C'est si je dis pas de bêtises. Oui, alors, évidemment, oui, on peut faire toutes les conversions qu'on veut. La méthode bilan carbone, évidemment, c'est un calcul. On ne peut pas mettre une cloche derrière toutes les voitures ou un capteur de CO2 derrière toutes vos voitures de votre flotte de véhicules, ni regarder les étiquettes dans vos magasins de tout ce que vous achetez parce que personne n'a encore fait son bilan carbone en mesurant. Donc, il y a des émissions qui sont directes qu'on va pouvoir mesurer et des émissions qui sont indirectes et qui dépendent de vos fabricants. C'est pour ça qu'on utilise ces méthodes-là. Cette méthode bilan carbone qui agrège des données d'activité multipliées par des facteurs d'émission qui, eux, à un moment donné, on a mesuré quelque chose. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. En haut, il y a des petits logos. C'est des petits logos qui font référence à des méthodes, parce que toutes ces méthodes-là, en gros, on a un plan comptable pour compter les émissions de gaz à effet de serre. On est dans l'ISO 14069 que je vous invite à lire, c'est passionnant, qui est décliné après de manière plus didactique dans des méthodes et outils. Donc là, vous avez le bilan carbone, qui est vraiment une méthode d'application pour compter les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez le GHG Protocol, Greenhouse Gas, c'est les émissions de gaz à effet de serre en anglais. Puis vous avez le logo bilan GES, qui lui fait référence à la réglementation en France pour toutes les entreprises de plus de 500 personnes de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre tous les 4 ans. Voilà. Avec également des indications de méthode de ce qu'il faut compter ou pas. Voilà pour la méthode. Donc, ça revient en résumé à faire un inventaire des flux physiques qu'on a dans son entreprise et à les multiplier par des facteurs d'émission qu'on va trouver dans des bases. Alors, on va cliquer. Démonstration. Ici, on va regarder en bas. Ouais, c'est ça. On regarde en bas à gauche pour commencer. Je vais récupérer. J'ai envie de comparer parce qu'on peut le faire sur un périmètre entreprise, organisation, évidemment, et territoire. Donc là, j'ai envie de comparer si mon packaging, il vaut mieux que je le fasse en verre, en plastique ou en aluminium, la canette de Coca, par exemple. Donc, je pèse la bouteille pour le même contenant. Je regarde mes facteurs d'émission. Donc, mon contenant, là, 200 grammes de verre, et évidemment en aluminium et en plastique, c'est beaucoup plus léger. En aluminium, j'ai le facteur d'émission de fabrication d'aluminium qui est nettement plus émissif que le plastique et le verre. Donc, si je multiplie les oranges par les verts, j'ai le résultat qui va s'afficher en bleu. Voilà. Donc, le bilan carbone de la bouteille, il va falloir que je choisisse le plastique, là. C'est le moins émissif. Parce que le verre, c'est très émissif, l'aluminium aussi. L'aluminium, je dépends du facteur d'émission, qui est très énergivore à fabriquer l'aluminium. Et le verre, je dépends beaucoup du poids de la bouteille. Et donc ça, évidemment, c'est pas tarte à la crème, mais j'ai fait le bilan gaz à effet de serre sur les matériaux inclus. Donc ça veut dire que je n'ai pas agrégé l'image totale en mettant évidemment la logistique, donc le déplacement, le contenu. Si c'est du coca ou de l'eau, ça va pas être la même chose, parce qu'il va falloir que je fabrique mon coca, que j'imagine ou mon coca ou un autre contenant, ou du vin, etc. Et après, j'ai plein de personnes qui vont se déplacer dans les usines, etc. Donc, je vais agréger tous les flux physiques. Et ça, c'est une démonstration de la méthode sur la partie matériaux du packaging. Donc, évidemment, les entreprises comme des entreprises pharmaceutiques vont avoir une partie émission de process,
vont compter les émissions de gaz à effet de serre liées à leur consommation d'énergie, de fabrication, les employés qui vont venir tous les jours, les visiteurs médicaux qui sont en voiture toute la journée, et on va avoir du packaging que vous allez retrouver en pharmacie. Voilà pour l'essence de la méthode. Si tu peux cliquer sur un suivant. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on compte tout? Là, vous avez 4 propositions indicatives, parce que les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas la même physionomie quand elles sont par secteur d'activité. Donc, en haut à gauche, vous avez les émissions d'activité extractive. Donc, principalement, là, les couleurs, scope 1, scope 2, scope 3. Je n'ai pas forcément expliqué la différence, mais scope 1 et 2. Oui, juste ici quand même la différence entre scope 1, scope 2 et scope 3. Qu'est-ce qu'on appelle un scope 1, scope 2, scope 3? C'est quand même, je pense, vraiment un des fondamentaux du bilan carbone. Donc c'est lié à la déclinaison de ce qu'il y avait dans les petites images avant qu'on avait sur l'ISO 14000, etc. Donc c'est repris tout le temps, c'est vraiment une nomenclature internationale. Scope 1 et 2, on va parler d'énergie, scope principalement, mais le scope 1, c'est vos émissions directes. Donc direct, ça veut dire que si je suis dans un incinérateur, j'ai vraiment du CO2 qui sort de mon usine, je vais le mesurer, si j'ai de l'agriculture, je méthanise, ça va être directement, je vais avoir des émissions de méthane, et ça va être dans le scope 1, et on va mettre dans le scope 1 exactement, comme c'est direct, on va prendre la consommation fuel ou de gaz naturel dans votre chaudière, puisque là, c'est chez vous que vous brûlez du gaz naturel. Vraiment, le scope 1, c'est direct. Le scope 2, c'est des émissions qui sont liées à l'énergie, mais c'est indirect. Ça veut dire que vous utilisez de l'énergie, mais quelqu'un d'autre fabrique de l'énergie pour vous, donc c'est de l'électricité, ou du réseau de chaleur, ou de froid, ou de la clim. Donc là, c'est EDF qui va avoir du scope 1, mais vous utilisez l'électricité, donc c'est dans votre scope 2. Le scope 3, c'est tout le reste, et donc on décompose entre scope 3 amont, scope 3 aval. Donc amont, c'est tout ce qui va se trouver avant votre chaîne, avant votre entreprise, dans votre activité. Donc on peut aller très loin, il y a les matériaux entrants, il y a la fabrication de l'informatique, il y a les biens et services dont j'ai besoin, il y a les déplacements de mes collaborateurs, professionnels ou quotidiens, les investissements que je fais, etc. Et aval, ça va être la logistique de distribution, par exemple, ou même l'utilisation des produits vendus. Donc, si on regarde, quand j'ai du bleu, ça veut dire que c'est la société émet directement des émissions, et quand j'ai du vert, ça veut dire que c'est plutôt les produits de l'entreprise qui émettent du CO2, évidemment, enfin, en proportion. Donc, évidemment, ce que vous voyez en bas à droite, la voiture, c'est pour ça qu'on parle le sujet, c'est la consommation de CO2 des voitures qui roulent. C'est plus ça le sujet que la consommation d'énergie des usines de Renault PSA. Donc on voit bien aujourd'hui, moi j'ai des voitures qui roulent, moi j'ai des émissions de gaz à effet de serre. Même si on pourrait continuer à fabriquer des voitures, ce serait moins en proportion quand on regarde une industrie automobile. C'est pas ça qui pèse le plus. On a quand même les matériaux ici qui rentrent en ligne de compte sur l'automobile. Et ça permet quand même, quand on regarde ça, quand on est industriel automobile, de vraiment focaliser ses plans d'action, quand on parle de climat, ces plans d'action, ces investissements vers les émissions de gaz à effet de serre des voitures qui mettent sur le marché. Et pareil dans la construction qui est juste un peu au-dessus, la part des matériaux prend une part plus importante parce qu'on va avoir du béton, beaucoup d'acier, du gros œuvre qui prennent vraiment une part importante. Mais ces bâtiments-là vont consommer, parce qu'ici on va prendre la consommation, les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment sur 50 ans. Voilà, l'industrie agroalimentaire, on est vraiment sur l'alimentation des animaux, par exemple, et sur le fret de toute la logistique. C'est vraiment un sujet de distribution quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, et on va dire en gros, quand on fait un bilan de gaz à effet de serre, les gros enjeux pour la majorité des entreprises sont plutôt dans le scope 3. Voilà. Donc, j'essaie de me remettre mon timing, parce que je ne sais plus où j'en suis. Voilà, je dois être à 10 minutes. Donc voilà, c'est la dernière image. Après, je répondrai à vos questions.
Oui, voilà. Très bien, merci Charles. Donc voilà, ça c'est un sujet pour dire quand on compte des émissions de gaz à effet de serre, on peut le compter au niveau des entreprises et au niveau des produits et services, alors, type une petite analyse de cycle de vie, qui répondent à plusieurs objectifs quand on est une entreprise. On communique à ses investisseurs, parfois parce que c'est réglementaire, on doit communiquer des informations sur le sujet gaz à effet de serre, mais on peut aussi avoir une notation comme on est ici chez Positive Workplace, vous allez avoir des questions sur votre politique climatique et sur le bilan carbone. Ça va vous permettre de vous situer et puis de communiquer auprès de vos investisseurs, de vous positionner. Là, je commente la ligne entreprise. Employés, évidemment, c'est un sujet d'engagement, d'attractivité des employés. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais une entreprise qui n'agit pas sur le changement climatique alors que les jeunes qui sont en fait dans le marché sont dans la rue sur le sujet. Ça va être un sujet d'attractivité, mais aussi de responsabilité maintenant. Ça va un peu plus loin que de l'attractivité des jeunes talents. Évidemment, dans certains secteurs d'activité, calculer son bilan de gaz à effet de serre, c'est important pour ses clients, pour ses fournisseurs, et c'est également s'ancrer dans des politiques territoriales qui sont engagées dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On va faire la même chose sur ces produits et services. Les objectifs sont un peu différents parce que son yaourt, même si est-ce qu'on choisit en fonction uniquement de son empreinte carbone, c'est pas évident. En tout cas, sa voiture, c'est sûr que maintenant dans les concessions, on a le CO2 par kilomètre, dans les habitations également. Donc, il y a certains secteurs d'activité et c'est pas par hasard qu'on a le CO2 par kilomètre dans les concessions et dans les agences immobilières, parce que vous avez vu l'image d'avant, c'est les postes prioritaires. Donc, en conclusion, pour passer la parole à Clémence, qui va nous expliquer ce qu'elle fait, elle va certainement nous dire qu'elle a ciblé ses postes prioritaires pour réduire, mais qu'elle a également, c'est aussi ma recommandation, elle a également agi sur des éco-gestes pour entraîner et sensibiliser l'ensemble de son écosystème. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Je serai à votre disposition pour toutes les questions. Oui, il y a des sessions questions. Il y a eu pas mal de questions pendant ta présentation. On reviendra dessus, effectivement, pour garder un rythme et pour la réunion, pour que chacun ait aussi le même niveau le même temps de parole. On garde des questions sur la fin, mais on les a bien gardées, rassurez-vous. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour cette initiation au bilan carbone. Effectivement, on va passer la parole à Clémence, qui, donc, comme l'expliquait auparavant, est DRH de Fago. Et qui va nous expliquer un petit peu comment ils font chez eux. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'industrie textile ou manufacturière est quand même une des industries les plus polluantes du monde. Donc ces enjeux sont d'autant plus importants quand on est dans des secteurs comme celui de la fabrication. Voilà. Et juste pour, après je te laisse la main, mais juste pour rappeler un point qui est important, ne pas oublier aussi que la fabrication est probablement l'étape la plus polluante, comme expliqué un peu avant Jean-Baptiste, mais la fabrication aussi est un point important dans ces gaz à effet de serre, quoi. Je te laisse la main, Clément. Tout à fait. Donc effectivement, Fago, en fait, c'est une marque donc, française carbone positive proposant un vestiaire masculin à l'identité urbaine outdoor. On a voulu résumer en fait la marque comme ça. Ce qui est très important de retenir, en fait, c'est que voilà, conscient de l'urgence climatique, on est une entreprise à mission, comme on l'a dit tout à l'heure, j'y reviendrai. Et l'idée, c'est vraiment de réunir mode et responsabilité qui sont jusqu'à présent souvent assez antinomiques, comme tu disais, Charles. Effectivement, c'est une industrie très polluante. Ce qui est important de souligner, c'est que depuis sa création, Fago a eu à cœur de mesurer ses émissions de CO2 avec un bilan carbone. Ça faisait vraiment partie du business plan de l'entreprise dès le départ. C'est pas quelque chose qui a été rajouté après parce qu'effectivement, c'est très dans la tendance. L'idée ensuite, c'est de les réduire coûte que coûte par tous les moyens possibles en utilisant notamment des matières recyclées, en mettant en place des actions concrètes sur chaque point où on voit que le produit effectivement a un impact négatif sur l'environnement. Et enfin, tout ce sur quoi on ne pourra pas travailler plus qu'on ne le fait déjà, on le compense avec un arbre planté pour chaque pièce confectionnée donc chez Fago.
Donc, depuis 10 ans, c'est le leitmotiv. Au départ, l'entreprise ne faisait que de la chaussure. Vous connaissez peut-être du coup la basket en toile avec le petit logo. C'était un petit bouton cousu qui n'est pas en bois, mais bien en noix de coco, parce que ça serait un petit peu dommage de planter des arbres pour ensuite après utiliser ce bois-là pour le logo. Mais voilà, l'idée, c'est de promouvoir une mode circulaire. Voilà, d'allier mode et responsabilité, et ce sur tous nos canaux de vente, puisqu'aujourd'hui on a donc le retail, ce sont les boutiques 100% Fago qu'on voit en France, le wholesale, ce sont tous nos revendeurs multimarques partout, enfin en France et à l'export d'ailleurs, et enfin un site web. On est entreprise à mission, donc depuis la loi, ça a été fait depuis l'étude d'impact. C'est une loi qui incite notamment en fait à prendre en jeu, si je résume, à prendre en compte les enjeux sociétaux et environnementaux dans les stratégies économiques des entreprises. En fait, pour nous, concrètement, ça n'a rien changé. Ça officialise tout simplement l'engagement de Fago. Donc la mission, elle était formulée, les engagements, ils étaient déjà écrits, c'est les mêmes qu'hier. C'est simplement je veux dire, pour les collaborateurs, en tout cas, et l'entreprise, ça n'a strictement rien changé, si ce n'est d'élire un comité de gestion vraiment qui sera dédié à ça. Notre volonté, c'est d'engager chacun en fait autour de la marque, que ce soit nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires. On a même créé une communauté sur les réseaux sociaux qui s'appelle We Are Fago. Mais voilà, donc tu peux passer à la slide suivante, Charles. Je vais vous expliquer vraiment concrètement la stratégie RSE. Avant, on parlait beaucoup de mesurer, réduire et compenser. En fait, on essaye d'aller encore plus loin. Donc un produit Fago, aujourd'hui, c'est 50% de CO2 en moins qu'il y a 10 ans. Au premier bilan carbone, c'était 9 kg. Aujourd'hui, c'est 6 kg officiellement. Et notre objectif pour le bilan carbone qui sera réalisé sur l'année 2020, c'est d'arriver à 4 kg. Donc, quand on prend ces 6 kilos par produit, l'idée, c'est de se dire, effectivement, la production, c'est 50% en fait de ces 6 kilos. La fin de vie du produit, c'est 5%. Le transport, c'est 15%, ainsi de suite. Et du coup, qu'est-ce que chacun fait en interne, notamment, pour aller réduire cette part, en fait. Donc, évidemment, le gros focus, il est sur les matières recyclées, la production responsable, parce que c'est là où il y a le plus gros poste de dépenses, si je puis dire. Donc, les collections sont confectionnées de plus en plus avec des matériaux recyclés. Sur cet été, on est à 65% des références qui contiennent des matériaux recyclés. Et enfin, sur la partie fabrication, on est très transparent sur nos fournisseurs, sur la production, avec notamment une fabrication responsable, avec des labels, des certifications des usines, et ainsi de suite. Et enfin, pour chaque pièce confectionnée, on plante un arbre. Et c'est important, j'insiste bien sur le confectionné. C'est pas un produit vendu, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, ça a été le discours de vente en boutique. Ça va bien au-delà de ça, puisque un produit qui ne verra jamais un client est aussi comptabilisé en fin d'année pour le nombre d'arbres qu'on souhaite planter. Et donc, enfin, 100% de CO2 sont compensés, puisque aujourd'hui, on a à peu près 1,5 million d'arbres et qui stockent chacun, évidemment, de plus en plus chaque année. Donc, ça nous permet d'aller effectivement encore plus loin et d'avoir un bilan carbone qui est même positif. Je te laisse passer à la slide suivante. Comment ça se passe concrètement dans notre quotidien? Donc, j'en ai parlé de la production, mais c'est aussi les transports. On essaye de faire au maximum du train, notamment pour tout ce qui vient de Chine, par exemple. Ça va être les anciennes lignes d'un train qui va traverser en fait toute l'Europe, un petit peu de bateau, presque jamais d'avion. Et finalement, ce qu'on produit Clémence, il faut juste quand même aussi expliquer que pourquoi les produits viennent de Chine, c'est que Fago, je te laisse, c'est mieux l'expliquer que moi, mais je te laisse expliquer aussi l'origine de la marque aussi. Ouais, le business plan a été écrit par Fred et Nico, donc les fondateurs de Fago, quand ils étaient en échange avec leur école en Asie. Et donc Fago veut dire France en chinois. Et au-delà de ça, il y a un vrai savoir-faire là-bas. En fonction les pays de production, ça va être principalement donc Chine pour textile et une partie des baskets, Vietnam pour une autre partie des baskets sur un savoir-faire spécifique sur des semelles, des semelles spécifiques. Et tout ce qui va être par
exemple, chaussures cuir est fait au Portugal. Et paradoxalement, ce qui vient du Portugal consomme plus en fait en émissions que ce qui vient d'Asie, puisqu'en Portugal, du Portugal, ça vient en camion. Donc voilà, il y a des paradoxes comme ça qui sont en tout cas mis en exergue et on n'a aucun problème avec la production en Asie, on est très transparent là-dessus. Donc ça, c'est pour le transport des produits. Le transport des équipes aussi, évidemment, est pris en compte et on essaye de le réduire au maximum. Et ça faisait partie des raisons du déménagement du siège Fago à Nantes, plutôt qu'à Paris. Des matières recyclées, j'en ai parlé, mais ça va être aussi sur les packaging. On a un fournisseur d'énergie verte aussi au siège et dans toutes les boutiques. Et enfin, là aussi, la fin de vie des produits, donc qui représente 5%. Donc c'est la plus petite part, mais il faut quand même qu'on s'y consacre. Donc, on a mis en fait des bornes en boutique qui permettent aux clients de venir déposer leurs anciennes chaussures ou vêtements, même s'ils ne sont pas Fago, ça ne pose aucun problème. En fait, quand ils sont en fin de vie, plutôt que de les jeter à la poubelle pour qu'ils soient recyclés. Au-delà de ça, c'est aussi le recrutement de personnes qui soient engagées carbone positif. On a réécrit nos valeurs de recrutement et aujourd'hui, on a à cœur de se dire, dans chaque entretien, la personne que j'ai envie d'avoir en face de moi, c'est quelqu'un qui va être à fond derrière Fago et qui ne va pas simplement dire je trie mes déchets, quoi. En gros, il faut que ça aille plus loin que ça et que ça soit un vrai mode de pensée. À chacun de nos séminaires, on invite nos collaborateurs à planter leur premier arbre s'ils ne l'ont jamais fait et de bien comprendre le fonctionnement, les enjeux et ainsi de suite. Dans les entretiens annuels, on a ajouté aussi une petite partie qui s'appelle Mon objectif RSE. Si je prends mon exemple, par exemple, cette année, j'ai mis en place la signature électronique, ce qui évite d'aller imprimer des feuilles pour signer les contrats de travail et tous les documents qui s'en suivent, qui sont ensuite scannés pour être stockés dans les dossiers numériques des collaborateurs. Voilà, c'était pas la meilleure solution. Un autre exemple, c'est que nos bureaux à Nantes, ils sont faits dans du mobilier qui est recyclé. C'était un point très important. On a mis en place la prime vélo en 2020 pour les collaborateurs pour favoriser ce mode de déplacement pour venir au bureau ou en boutique. Et enfin, on anime au maximum une communauté interne et externe, notamment. Si on regarde tous les mailings qui sont envoyés là, pendant le confinement à nos clients, on n'est pas du tout sur des mises en avant de produits ou de promotions, encore moins, puisqu'on n'est pas du tout pour. Mais c'est vraiment comment je recous un vêtement ou un bouton plutôt que de jeter cette pièce, comment je fais du tri dans mon vestiaire. On a lancé des petits challenges et ainsi de suite. Donc voilà, on anime notre communauté autour de ça. C'est aussi une sensibilisation des équipes par les managers lors de l'intégration, des formations qui passent notamment par pas mal de vidéos qui sont disponibles pour tout le temps pour les équipes, de manière à ce qu'ils soient d'une part en phase avec la marque, puisque c'est un critère de recrutement, mais que le discours de marque soit engagé et axé éco-responsabilité pour le client, en fait. Un autre exemple, c'est par exemple au moment du Black Friday, on n'était pas trop pour, on était assez mal à l'aise avec le sujet. Il y a un collectif qui avait été lancé qui s'appelait Make Friday Green Again, et il y a quasiment 600 marques qui nous ont suivis. Et l'idée, c'était de dire, en fait, on préfère avoir le produit au bon prix toute l'année plutôt que de se dire le t-shirt bleu ciel que je porte aujourd'hui, le vendredi Black Friday il est à moins 30% et le lendemain il est replein pot, donc ça n'a aucun sens, quoi. L'idée c'est de rémunérer toute la chaîne de valeur au bon prix tout du long. Donc voilà en gros pour cette partie conscience environnementale, et je te laisse passer la slide. Oui. Alors juste avant ça, Clément, j'étais une petite surprise parce que quand même, on va pas toujours faire des choses un peu plan-plan et faire des conférences conventionnelles. C'est pas tellement dans notre état d'esprit. Et je vais juste vous montrer quelque chose pour témoigner de ce que dit Clémence. C'est qu'il y a de ça un mois et demi, j'ai eu la chance d'être accueilli par Clémence dans ses bureaux. C'était pas prévu, hein, donc tu vas probablement être étonné de cette intervention, mais j'ai pu aller dans les bureaux qui sont magnifiques en plein milieu de l'île de Nantes, à côté des machines là, et j'ai pu prendre secrètement quelques photos que j'ai trouvées hyper intéressante et qui est complètement alignée avec le discours que je nous tiens aujourd'hui. Et c'est un peu aussi, je dirais, ça qui nous anime, c'est un peu le côté un peu illustré derrière tout ça, c'est de voir est-ce que derrière aussi les entreprises sont engagées au cœur même des entreprises, hein, dans les bureaux. Et j'ai pu analyser, parce que vous voyez, vous le voyez normalement, oui, hein, dans l'écran, non? Ouais, moi je le vois, mais... Oui, tous les 5 commandements, pardon, excusez-moi, hop.
Donc là, c'est 5 commandements au bureau. Je trie mes déchets selon les indications sur les poubelles. J'opte pour les aliments les moins emballés et le vrac. Je me tiens à un repas sans viande par semaine. On parle de bilan carbone, ça aussi, ça joue pas mal. Je nettoie ma vaisselle et pense à couper l'eau. Je pense à manger mes aliments avant qu'ils soient périmés. Donc ça, c'était typiquement, ce sont des affiches qu'il y a directement dans les bureaux que j'ai pu voir. Et il y avait une autre affiche qui était aussi très intéressante parce que je trouvais que ça permettait de… Alors désolé, hein, je n'étais pas censé le présenter en conférence aujourd'hui, donc je l'ai pris un peu rapidement, mais ça montre en fait la stratégie finalement RSE et ça implique tous les collaborateurs par le biais de l'affichage, qui est quand même un très bon moyen de sensibilisation. Là, ça montre finalement que qu'est-ce qui se passe, comment c'est organisé, nous mesurons nos émissions de CO2, nous réduisons nos émissions, nous compensons avec l'explication de la fabrication des produits, enfin d'un produit, comment aujourd'hui il est… quel est le bilan carbone d'un produit, comment il est fabriqué, qu'est-ce qui se passe après. Et je trouvais ça vraiment pertinent et c'est un bel exemple aujourd'hui d'entreprise engagée. Voilà, je te reste la main, mais je trouvais que… Ces infos, si vous voulez en savoir plus, elles sont dispo sur notre site internet dans la partie Notre mission. Alors, ça ne se présente plus comme ça parce que la charte graphique a un petit peu évolué, mais vous retrouverez effectivement toutes ces infos avec vraiment tout le détail en fait. Parce que là, je vous donne des exemples. J'ai essayé de prendre les plus concrets, mais effectivement, il y a énormément de choses qui sont faites derrière. Et donc, sur la réduction des gaz à effet de serre et notamment sur en fait ce qu'on n'arrivera pas à réduire parce que nos équipes continueront à respirer et on aura toujours, mine de rien, quand même quelques commerciaux avec une voiture sur la route. Effectivement, au-delà d'accompagner les clients sur des habitudes et des modes d'habillement plus sains, c'est faire le maximum donc à tous les niveaux de poste dans le quotidien et dans chaque étape de la vie du produit, comme je vous le disais, mais pour tout le reste, en gros, c'est là qu'intervient la plantation d'arbres, qui est en fait finalement souvent la partie la plus visible et la plus connue des clients de la marque Fago. Mais en fait, ce que je voulais vraiment dire, c'est que c'est juste le point d'exclamation de toute la démarche en fait. C'est la compensation sur ce qu'on n'arrive pas à réduire. Et là-dessus, on est accompagné par un pépiniériste partenaire qui s'appelle Nodé. C'est des conventions tripartites qui sont signées entre des propriétaires terriens, Fago qui finance les arbres et Nodé qui va s'occuper de la plantation de ceux-ci. Donc, en fin d'année, je prends un exemple, on a produit 150 pièces cette année, et monsieur et madame Nodé, on va planter, s'il vous plaît, cette année 150 arbres. Et toutes ces forêts, c'est possible de les visiter. En fait, vous avez un petit panneau comme sur la slide là, à l'entrée de chaque forêt. Il y en a environ 270 à ce jour et à peu près donc 1,5 million d'arbres. Et elles sont notifiées pareil sur notre site. Vous avez l'emplacement de chaque forêt qui sont évidemment à vocation d'être visitées. Et pourquoi on le fait en France? C'est une question qui nous est souvent posée et pas en Amazonie par exemple ou là en Australie. En fait, c'est l'idée que ce soit le plus proche possible de notre client et c'est quelque chose qui est aussi très positif pour notre pays finalement qui a également de gros besoins en boisement et reboisement. Donc voilà concrètement comment on fait pour engager notre génération contre le réchauffement climatique. Super. Très bien, c'est une super introduction à Stéphane. Effectivement, on a vu que par le biais de Clémence, qu'il fallait, quand même en étant engagé, il y a quand même aussi des gaz à effet de serre qu'on peut réduire. Sinon, même en respirant, on produit des gaz à effet de serre. Donc, je dirais que ça fait partie de la vie. Maintenant, en parlant de vie, justement, je vais laisser la parole à Stéphane pour nous expliquer un petit peu ce que fait Reforest Action. Oui, merci. Donc, Reforest Action, c'est une entreprise de reforestation. Notre métier, c'est de planter, restaurer et protéger les forêts en France et puis un peu partout dans le monde. Donc, vous voyez quelques chiffres là. En gros, on a financé 6 millions d'arbres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 6 millions d'arbres, en fait, c'est le nombre d'arbres qu'on a financé en 10 ans, mais rien que cette année, on en a financé autant. Donc, on a fait en 1 an ce qu'on avait fait en 10 ans auparavant, ce qui montre le niveau d'engagement et d'accélération de métier qu'est le nôtre. On intervient dans 24 pays à travers un très grand nombre de projets, 512. Pourquoi? Parce que finalement, notre conviction chez Reforestation, c'est que il faut des projets à petite échelle ou en tout cas à échelle humaine pour qu'ils soient parfaitement adaptés à l'écosystème local
parce que les trop grands projets sont souvent, peuvent faire plus de dégâts que de bien. Et du coup, voilà, on est sur beaucoup de petits projets avec une spécificité, c'est que, ben, comme Fago le fait d'ailleurs, c'est qu'on aime bien planter au plus proche des gens, parce que finalement l'impact climat, lui, il est global, mais l'impact biodiversité, il est local, et puis surtout, ça aide beaucoup à la sensibilisation euh, de tout à chacun sur les rôles des forêts et sur l'importance de la reforestation. Et, et ça, c'est un point qui nous caractérise chez Reforestation, c'est qu'on a une communauté de reforestateurs, aujourd'hui 160 000 personnes, avec qui on a planté des arbres en ligne et sur le terrain. Donc on crée souvent des événements sur le terrain pour inviter chacun à planter des arbres, à participer à la plantation de la forêt qui aura été financée notamment par son entreprise. Et on a travaillé au cours des 10 dernières années avec à peu près 2000 entreprises, des très petites et des très grosses, qui ont souhaité agir pour différentes raisons et qui sont détaillées sur le slide d'après. Charles, il y a différentes façons d'agir quand on a une entreprise. Il y a d'abord la création d'une forêt urbaine. Ça, c'est intéressant parce que on parle beaucoup des forêts en Amazonie ou dans les zones rurales, les forêts qu'on connaît bien, mais il y a aussi un engagement assez fort à revégétaliser nos centres-villes et notamment les friches industrielles. Et du coup, on est pas mal sollicité chez Reforestation pour aller végétaliser des zones urbanisées, artificialisées, en faisant toute une démarche de bureau d'études où on va faire une analyse de sol, on va voir quelles essences planter, etc. Et on s'appuie notamment sur une méthode qui s'appelle la méthode Miyawaki, qui porte le nom d'un botaniste japonais qui a créé cette méthode de création de forêts très diversifiées et très denses et qui peuvent exister sur des surfaces relativement petites, puisque à partir de 100 ou 300 mètres carrés, on arrive à créer une forêt très riche en biodiversité et avec des taux de croissance très élevés. Il y a également le parrainage de forêt, ce que vous pouvez voir en haut à droite, où là, c'est typiquement, voilà, vous voulez agir pour la forêt, indépendamment de l'activité de l'entreprise ou simplement par conviction personnelle, eh bien, on va aller identifier des projets de reforestation près des sites ou à l'international pour faire en sorte que vous puissiez financer la restauration d'un écosystème dégradé suite à des maladies, des tempêtes, des incendies, changement climatique, etc. Parce que ce que je n'ai pas évoqué, mais que tout le monde a bien en tête, je suppose, c'est que la forêt apporte un grand nombre de services que je vais détailler après, mais qu'elle souffre terriblement de la déforestation quand on est dans les zones intertropicales, puisque ce sont 15 milliards d'arbres qui sont coupés tous les ans par la déforestation. Mais les forêts tempérées, que ce soit en France ou en Europe, souffrent également, mais pas de la déforestation, parce qu'il n'y a plus de forêt primaire chez nous, mais il y a l'impact du changement climatique qui est assez fort et qui détériore en tout cas la qualité de nos forêts et notamment sa biodiversité. Donc là, on peut restaurer une forêt dégradée chez soi ou dans le monde afin de lutter contre la dégradation des forêts ou la déforestation. Évidemment, il y a la compensation carbone qui est au cœur du sujet. Alors, comme le disait Charles en introduction, on parle beaucoup de compensation et on parle de plus en plus de contribution. L'idée, c'est de dire, voilà, bon, ben, enfin, vous l'avez tous compris, j'émets du CO2, même après réduction, eh bien, je vais compenser ou contribuer au stockage de CO2 dans des forêts ou dans des produits bois à terme via des projets de reforestation. Donc, on vient extraire de l'atmosphère du CO2 pour que ce soit stocké dans la biomasse forestière par le mécanisme bien connu de la photosynthèse. Et là, donc, Reforestation propose des projets de compensation carbone
à l'international, bien sûr, mais aussi en France, et notamment via un label qui a été créé il y a 1 an maintenant par le ministère de l'écologie en France, qui s'appelle le label Bas Carbone, et qui permet de contribuer à l'effort national de neutralité carbone en finançant des projets forestiers en France. Et enfin, et c'est finalement assez proche de ce que Clémence a expliqué sur l'expérience Fago, ce qu'on appelle communément le produit partage, qui permet d'associer la plantation d'un arbre à la fabrication ou à la vente d'un produit ou d'un service alors écolo. Donc il faut que le produit soit éco-conçu, comme c'est le cas chez Fago, puisqu'on a bien compris qu'il y avait un grand pourcentage de produits recyclés dans la confection des chaussures ou des autres produits Fago. Mais c'est exactement ça l'idée, c'est en fait de pouvoir, j'aime beaucoup l'expression d'ailleurs je l'ai noté, du point d'exclamation, l'arbre est le point d'exclamation de la démarche écologique, c'est exactement ça, c'est renforcer le positionnement, plus que le discours finalement, renforcer le positionnement d'un produit éco-conçu sur la dimension écologique, et l'arbre est le point d'exclamation de tout ça, c'est très bien dit. Il ne vient pas évidemment remplacer, tout le monde le sait, mais ça va mieux en disant quand même, remplacer un défaut de démarche écologique des produits auxquels sont associés les arbres. Voilà pour finalement le périmètre de ce que l'on peut faire quand on est une entreprise avec les arbres. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister quand même, c'est que l'arbre ne se réduit pas au carbone qu'il stocke, il est beaucoup plus que ça. Et les forêts plus encore que les arbres, ne sont pas que des puits de carbone. Les forêts sont des lieux de vie avant tout, dans lesquels, qui abritent 80% de la biodiversité terrestre. Donc, quand on parle d'érosion de la biodiversité, très très vite, on parle forêt et océan. Et du coup, il faut regarder la forêt sous un prisme beaucoup plus large que le carbone. C'est très important, parce que si on l'aborde que par le carbone, on peut faire des bêtises, puisque on va aller renforcer la dimension carbone, peut-être au détriment des autres services que la forêt nous rend. Et la forêt nous rend un très grand nombre de services. Chez Reforest Action, on dit souvent qu'elle a des super pouvoirs. Elle stocke notre CO2, bien sûr, mais donc elle abrite la biodiversité. Elle a un impact sur l'érosion des sols, sur la filtration de l'eau, enfin tout un nombre de services environnementaux qu'elle nous rend. Mais elle nous rend aussi des services sociétaux à travers le bien-être et la santé. Peut-être avez-vous entendu parler de la sylvothérapie ou des bains de forêt qui viennent du Japon, enfin qui ont été en tout cas, qui ont fait l'objet de recherches scientifiques au Japon, et qui dit la chose suivante, c'est que finalement quand on va en forêt, eh bien on a une baisse significative et mesurable scientifiquement de notre niveau de stress, ce qu'on appelle le stress sympathique, qui n'a rien de sympathique, hein, c'est le mauvais stress, et une augmentation de nos défenses immunitaires. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, ça dit de façon scientifique et mesurée ce que l'on ressent tous quand on va en forêt, c'est qu'on s'y sent bien et que les études scientifiques japonaises nous disent c'est normal qu'on s'y sente bien parce que ça joue sur notre niveau de stress, mais en plus de ça, ça a un impact positif sur notre santé. Et il y a une autre étude américaine qui est sortie il y a quelques années qui dit que quand on vit dans une maison, un appartement qui a une vue sur de la verdure, on vit 7 années de plus que si notre fenêtre donne sur du béton. Ça fait réfléchir, et en fait, voilà, ça joue à la fois sur la santé, mais aussi sur le bien-être et sur notre état émotionnel général. Et bien Et pas sûr, que, Stéphane, parce que ouais. tu y avait aussi peut-être faire le lien avec l'origine du Covid aussi. Oui, alors tout à fait. Une des raisons, la principale raison
estimé aujourd'hui, alors je suis prudent sur les termes parce que je ne suis pas sûr Oui. qu'on sache exactement d'où ils viennent, ce Covid, mais ce serait que, bon, évidemment, ça viendrait du pangolin, de la chauve-souris, mais finalement, la cause première, c'est la perte d'habitat naturel pour les animaux sauvages, et que du coup, la perte de ces habitats et donc des forêts, puisqu'on a vu que 80% de la biodiversité terrestre était en forêt, la perte des forêts en particulier crée plus de proximité entre les animaux sauvages et l'homme, et du coup favoriserait la transmission de maladies à l'homme. Et maladies pour lesquelles les hommes ne sont pas du tout, n'ont pas de défense, alors que les animaux en ont. Voilà. Mais ce que je voulais dire, peut-être avant d'aborder juste ce slide-là, c'est qu'il y a donc c'est un impact sur la santé, mais aussi sur l'emploi, puisque la forêt est source d'emploi, notamment à travers les filières économiques de bois, production de bois, et qui a une réelle importance. Rien qu'en France, c'est 440 000 emplois liés à la filière économique sur les forêts durablement gérées, bien sûr. Et tu peux passer du coup au dernier slide. Merci. Je voudrais simplement dire que nous, notre métier, c'est de restaurer, planter, protéger des forêts, donc d'être dans l'action, mais aussi dans la sensibilisation. Et ça, on le fait à travers une approche communautaire. On parle beaucoup de crowd planting chez Reforest Action, plantation participative. En gros, on est très lié à nos parties prenantes, à travers notamment, on a un rôle d'intermédiaire finalement entre des personnes qui apportent des fonds, ce qu'on peut voir à gauche, soit des entreprises ou des particuliers, et des porteurs de projets à droite qui nous proposent des forêts, enfin des projets de restauration de forêts dégradées. Nous, on évalue ces projets à travers des critères, à travers des critères de sélection. On fait une évaluation technique et puis on apporte des recommandations aussi sur quel type d'arbres planter, quel type de suivi, etc. À travers les fonds collectés, on finance les projets et on assure le suivi pendant plusieurs années, généralement 5 ans après plantation, pour pouvoir mesurer et valoriser les bénéfices attendus, tous ceux que j'ai évoqués juste avant, et puis s'assurer évidemment que les arbres se développent, du taux de reprise, comme on dit dans le jargon, savoir s'il y a des arbres qui meurent, pouvoir les remplacer, de façon à ce qu'on puisse rassurer ceux qui ont financé, les particuliers ou les entreprises, sur le fait que les arbres sont bien là et qu'ils abordent bien les services attendus. Voilà, donc on a cette démarche très ouverte. Et on invite chacun à suivre l'évolution des projets sur notre site internet, sur lequel, dans le MAG, comme on l'a appelé, ou le blog, on fait un état des lieux de toutes les plantations qui sont réalisées en France, près de chez soi, mais aussi dans les 24 pays dans lesquels on intervient. Super. Voilà pour l'essentiel. Merci, il y a pas mal de questions donc, sur ces sujets-là. On reviendra dessus juste après la conclusion. L'objet aujourd'hui, c'est clairement de parler de gaz à effet de serre, donc on ne va pas faire on va dire un temps spécialisé sur la reforestation, mais maintenant on va effectivement prendre quelques-unes des questions. En conclusion, pour aller droit au but, parce qu'il est déjà 12h04, clairement on voit que effectivement les gaz à effet de serre aujourd'hui sont partie de l'activité à la fois de l'humain et des entreprises, et ça devient un sujet de plus en plus important. On a beau les mesurer et essayer de scientifiser tout ça, il y a aussi beaucoup de bon sens derrière tout ça. Évidemment, quand vous vous déplacez, plus plus vous aurez de gaz à effet de serre, plus vous allez consommer, plus vous aurez de gaz à effet de serre. Donc cette période aujourd'hui est quand même assez propice à la réflexion sur nos habitudes de vie. Ce qui est aussi important, ce qu'on a pu voir, c'est que souvent le terme de client, de fournisseur est ressorti dans le cadre de
de cette conférence. Et évidemment, une entreprise toute seule ne peut rien faire. Elle est liée à ses fournisseurs, elle est liée à ses clients. Et d'où l'importance pour moi aujourd'hui de mettre en avant ce côté du dialogue avec les parties prenantes qui est clé, parce que effectivement, on a aussi d'autres clients qui travaillent qui importent aussi des produits, etc. L'idée derrière, c'est que si on n'échange pas les uns avec les autres, on ne va pas pouvoir tout seul agir, puisqu'on voit que, avec notamment les scopes 1 et 2, etc., tout est lié et l'interaction est très forte finalement d'un acteur à un autre. Pourquoi réduire ces gaz à effet de serre? C'est évidemment logique par rapport aux problématiques du climat qu'on connaît et qu'on va malheureusement de plus en plus connaître. Mais c'est aussi et surtout inscrire son entreprise dans un côté durable, dans un côté futur. Déjà, c'est être aligné avec les jeunes générations. Pour ceux qui ont suivi, il y a eu un manifeste qui est sorti l'an dernier, qui a été signé par plus de 30 000 jeunes sur un manifeste pour un réveil écologique, qui appelait aux entreprises à prendre conscience de ces problèmes ces problèmes environnementaux et à les inclure dans leur business model. Donc, c'est vraiment à la fois des attentes du consommateur, mais aussi des employés de demain, des jeunes générations qui arrivent. Et moi, je suis hyper confiant sur la suite. Et cette crise du Covid, clairement, on est en train de se poser la question d'un nouveau départ. On le voit de partout. On voit qu'il y a des lobbies qui poussent à essayer de garder que ce nouveau départ soit un départ comme avant. D'autres acteurs aujourd'hui, comme nous engageons pour essayer que ce nouveau monde soit moins carboné, en tout cas, ou plus respectueux de l'homme et de la nature. Et j'espère que par le biais de ce type de conférence, on arrive à sensibiliser notre écosystème à avoir des pratiques finalement plus locales, parce que le carbone, ça vient aussi, il y a un lien très fort évidemment avec la consommation locale et responsable. Donc le message qu'on peut faire passer aujourd'hui dans ce contexte-là, c'est celui-là. C'est vraiment réfléchissez à comment vous voulez que demain soit et comment vous pouvez agir, vous, dans ce contexte-là. On va passer, si vous voulez bien, aux questions-réponses. Alors, il y en a eu pas mal. Je suis désolé, je vais faire un petit peu en live. Excusez-moi. Quelques questions. Attendez, je vais les reprendre plutôt là. Excusez-moi, je vais reprendre sur mon téléphone qui m'a été envoyé. Alors, on va commencer peut-être par Stéphane, puisqu'il y a eu pas mal de questions sur la reforestation. Combien coûte la plantation d'un arbre et plusieurs? C'est très variable. C'est très variable. Ça dépend d'un certain nombre de choses. Ça dépend du nombre d'arbres, ça dépend du lieu de plantation, évidemment, puisque un arbre en France, par exemple, n'a pas le même coût qu'un arbre en Haïti, au Brésil ou en Tanzanie. Ça varie entre quelques dizaines de centimes et quelques euros. Chez Reforestation, ça va de 75 centimes à 2,50 € un arbre. Mais là, je parle de la restauration de forêts dégradées, je ne parle pas des créations de forêts urbaines, puisque là, on est sur une logique on ne peut pas ramener à l'arbre. C'est vraiment un chantier forestier, comme on créerait un espace vert, par exemple. Et pour ouvrir un peu la discussion aussi, peut-être avec Jean-Baptiste, il y a une question d'Emmanuel Charpentier qui disait, en dehors de la reforestation, quelles sont les autres solutions pour compenser les gaz à effet de serre? Alors, moi, je peux avoir un premier élément de réponse, et puis Jean-Baptiste pourra compléter. Il y a d'autres solutions pour compenser ces émissions de CO2. Il y a en fait, il y a deux grandes typologies de façons de compenser. Il y a extraire du CO2 de l'atmosphère pour le stocker dans la biomasse. Donc ça, c'est typiquement de la reforestation. Je plante des arbres, ça vient extraire du CO2 de l'atmosphère. Et puis, il y a des solutions d'évitement des émissions de CO2. Et donc là, ça va être plutôt de financement de projets de production d'énergie, généralement avec moins d'émissions. Donc, financement de projets d'éoliennes, par exemple, d'énergie renouvelable, ou de remplacement de groupes électrogènes qui fonctionnent au fioul par de la biomasse, par exemple. Voilà, ça, c'est les grandes typologies. Avant de passer la parole à Jean-Baptiste, je voudrais juste dire une chose, c'est que, à ma connaissance,
la forêt, plus que la reforestation, la forêt a un atout, c'est que déjà elle permet d'agir à très grande échelle et elle permet de jouer aussi sur la biodiversité en plus que le climat. Ce qui est finalement moins vrai, ou même pas vrai du tout quand on agit sur des éoliennes ou d'autres solutions. Donc évidemment, je milite pour ma paroisse, enfin moi c'est ma conviction, et si je suis allé sur la forêt, c'est parce que j'y crois. Mais en tout cas, voilà, c'est un des éléments, mais la forêt n'a pas que des avantages sur la compensation. Il y a un des aspects, c'est la permanence du carbone stocké dans les forêts, puisque vous savez que quand il y a un incendie, ça brûle et le CO2 est réémis. Et c'est pour ça que la compensation via la forêt prend en compte un grand nombre de facteurs de gestion de risque, où en gros, quand on vient stocker, je sais pas moi, 1000 tonnes via la forêt, on ne va ne comptabiliser que 700 en se disant, voilà, comme ça, il y a 30% qui ne sont pas comptabilisés si jamais il y a un incident sur la forêt. Super. Jean-Baptiste, tu veux rajouter quelque chose ou... Oui, je peux rajouter. Enfin, en gros, vous allez trouver des projets de compensation à des prix divers et variés qui financeront des projets qui évitent des émissions de gaz à effet de serre. Tout ça, c'est réglementé parce que ça dépend du marché de crédits carbone qui sont vraiment très encadrés de manière internationale par le protocole de Kyoto. Et donc, vous avez chez Arthus Bertrand, etc., vous allez trouver des projets de compost en Afrique ou des fours solaires. Voilà, donc, après, ce que je voudrais rajouter, c'est deux choses. C'est que la forêt, reforester, c'est un avantage, c'est que ça lutte contre la déforestation, mais on a un sujet agriculture, évidemment, en jeu, parce que la principale cause de la déforestation, c'est l'agriculture, si ma mémoire est bonne. Et la dernière chose sur ce sujet, c'est que la France est engagée et puis ça alimente aussi le contexte. On est dans le contexte Covid-19, en plein contexte. Le 23 avril, je crois, la France a quand même validé la stratégie nationale bas carbone qui nous engage sur une trajectoire de neutralité en 2050. Et la neutralité, on va dire des experts, en tout cas les débats sont nombreux sur le fait de dire qu'on n'arrivera pas à la neutralité et sans évidemment réduire. De deux, on n'arrivera pas à réduire sans jouer sur le prix du carbone. Et de trois, on n'arrivera pas à la neutralité sans avoir des projets de compensation qui séquestrent ou qui évitent des émissions. Super. Merci Jean-Baptiste pour ces précisions, c'était intéressant. Clémence, on a plus ou moins deux questions en une. Alors, c'était alors, Sophie, avez-vous déjà été contrôlée dans le cadre de la loi Pacte, puisque vous êtes société à mission, et je dirais dans la lignée aussi, est-ce que vous avez pu chiffrer les impacts financiers de vos actions finalement? Alors, deux questions en une, mais... Pour répondre sur les contrôles, pas encore, hein, c'est très récent, puisque ça date de début 2020, l'entreprise de mission, le dépôt des statuts et ainsi de suite. En termes de chiffrage, pour préciser la question, je suis en train de la rechercher. Chiffrer les impacts financiers de ces progrès, est-ce que c'est les progrès en général ou dans le cadre de l'entreprise à mission? Si c'est en général, il faudrait creuser vraiment le point. En fait, je ne pourrais pas te répondre clairement, mais ce qui est certain, c'est que le chiffre d'affaires de l'entreprise progresse à périmètre comparable, ce n'est pas les ouvertures de boutiques, et on sent bien au niveau des clients qui sont investis en fait et qui viennent pour la marque et parce qu'il y a un vrai engagement en fait à côté, qu'ils préfèrent finalement payer leur t-shirt un petit peu plus cher et de l'avoir en matière recyclée et ils savent ce qui est fait derrière avec les arbres, etc., que d'aller le payer peut-être quelques euros moins cher ailleurs. Donc c'est évident que les impacts financiers ils sont positifs. Après, chiffrer spécifiquement, je ne pourrais pas te répondre. Parfait. Il est 12h15. On va conclure, on va terminer cette conférence. Je tenais particulièrement à remercier nos trois intervenants aujourd'hui pour deux choses. Déjà, leur engagement
et de leur participation. Merci aussi à toute mon équipe d'avoir organisé ce webinaire. Ça nous a pris du temps. Ça devait être un podcast à l'origine, donc malheureusement le contexte actuel a fait qu'on n'a pas pu forcément l'organiser de cette manière-là. J'ai juste un dernier message à faire passer. Dans les mois qui viennent, vous allez avoir à faire tous des choix. Ne les faites pas pour vous, faites-les tout simplement pour vos enfants. Pensez à ça. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Bon appétit à tout le monde et puis merci pour cette très belle conférence. Et à très bientôt. Le prochain sera probablement sur la finance durable. On pourra revenir là-dessus. À bientôt. Et merci à tous nos participants aussi, les spectateurs. Merci. Merci. Au revoir.